Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour un nouveau mini tutoriel vidéo avec un sujet aujourd'hui d'actualité. 3 projets de loi ont été déposés. Ils vont continuer de redéfinir le Parlement qui sera le nôtre. Vers où allons-nous dans ce domaine? Il y a exactement un an, le président de la République annonçait que, conformément à ce qu'il avait indiqué lors de sa campagne électorale, on allait avoir un peu de proportionnel, mais on ne savait pas dans quelle mesure, dans la future composition de l'Assemblée nationale. Et d'autre part, le garde des Sceaux, François Bayrou, annonçait un certain nombre de réformes, dont certaines concernaient le Parlement. Il en a résulté pour ce dernier point 2 lois dites de confiance en l'action publique du 15 septembre 2017 avec différentes règles nouvelles pour les parlementaires en matière de suppression de la réserve parlementaire, conflits d'intérêts concernant les parlementaires qui ont été remodelés, quelques évolutions des règles de financement de la vie publique, des inéligibilités nouvelles en tant que peine pénale accessoire et évidemment la fin des emplois dits familiaux. Pendant ce temps-là, commençait un travail de réflexion sur la réforme constitutionnelle. Et nous avons désormais, les 9 et 23 mai 2018, eu 3 projets de loi. Un projet de loi organique, un projet de loi ordinaire, un projet de loi constitutionnelle, à chaque fois avec le libellé, pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace. Fort bien. Qu'y a-t-il dans ces textes ? D'abord, il y a une réforme importante, c'est le non-cumul des mandats dans le temps, pas plus que 3 à la suite. Sur ce point, je vous renvoie à une vidéo, un mini-tutoriel de quelques minutes que nous avons fait spécifiquement à ce sujet. Et puis, il y a 2 mesures qui sont importantes quant aux conséquences qu'il faudra en tirer. Nous aurons en effet, d'une part, toute une série de réformes électorales avec une réduction de 30% du nombre de députés et de sénateurs, avec 404 députés et 244 sénateurs contre 577 et 348 actuellement. L'équilibre est maintenu au stade du Congrès, mais nous aurions 30% de parlementaires en moins. Et dans le cas de l'Assemblée nationale, ça ferait des circonscriptions législatives vraiment très grandes, car à côté de ces 404 députés, au lieu de 577, nous aurions en réalité une dualité de députés. Nous aurions des députés élus, un peu plus de 300, sur des circonscriptions territoriales et 15% élus à la proportionnelle. Ce chiffre de 15% est le minimum admissible, présentable aux partenaires qui ont fait campagne pour le candidat Emmanuel Macron et qui voulaient plus de proportionnel que cela. Donc, cela grince du point de vue d'un certain nombre de partis qui voulaient plus que 15%. Mais le chiffre de 15% semble avoir été retenu pour correspondre à un pourcentage maximal afin de ne pas changer nos institutions et d'en rester bien à un scrutin en réalité largement majoritaire. Sauf que du coup, on aura des circonscriptions très grandes pour ceux qui sont élus, les 85% restants qui sont élus dans des circonscriptions territoriales, et ces circonscriptions très grandes ont en général pour effet de favoriser les grands partis. Donc 15% à la proportionnelle, ça fait très peu de personnes, et des très grandes circonscriptions territoriales, ça risque de ne pas favoriser les petits partis. Le scrutin proportionnel aura lieu le même jour que le scrutin du premier tour du scrutin majoritaire. Donc le premier tour, chaque électeur aura donc 2 bulletins. 1 pour le député de sa circonscription et 2 pour une liste nationale de députés à la proportionnelle. Avec une adaptation des règles en matière de technique électorale, quelques adaptations outre-mer, évidemment des adaptations pour les Français
établis hors de France, et quelques éléments de répartition à ce titre que l'on retrouve ensuite avec une adaptation des règles d'inéligibilité, d'incompatibilité, quelques ajustements à la marge en matière de propagande électorale et de déclaration de candidature. Toutes ces règles sont ici détaillées. Je vous laisse utiliser le bouton pause le cas échéant pour pouvoir avoir le temps de lire tout ceci. En retenant bien que les réformes envisagées portent également sur d'autres aspects, réforme de la procédure parlementaire, après notamment les commissions mixtes paritaires ou en matière de loi de finances. Reprenons d'ailleurs certaines réformes qui ont été introduites dans le réglementaire du Sénat. Réforme de la responsabilité des ministres avec suppression de la Cour de justice de la République. Réforme et changement de nom pour le Conseil économique, social et environnemental, qui d'ailleurs perd lui aussi une partie de son effectif. Abrogation des membres de droit du Conseil constitutionnel, à l'exception de ceux qui ont siégé l'année précédant la réforme. Sous-entendu, l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing. Et quelques ajustements jugés timorés par les environnementalistes, jugés dangereux par d'autres, visant à introduire dans l'article 34 de la Constitution, et non pas dans le préambule, certains éléments de l'action contre le changement climatique. Nombreuses sont les voix qui demandaient à ce que cela figure en tant que principe dans le préambule de la Constitution. Donc au total, qu'avons-nous? Nous avons une promesse de proportionnel qui est tenue, mais un niveau qui permet de ne pas remettre en cause en réalité le suffrage majoritaire, ce qui, combiné avec la réduction du nombre de parlementaires, conduit à une réforme qui peut plaire au grand public, mais qui va raboter le lien avec les territoires, des très grandes circonscriptions, qui va paradoxalement raboter les petits partis parce qu'il y a très peu d'élus à la proportionnelle, mais des grandes circonscriptions, et qui risque de faire du mal aux candidats qui en sont implantés localement, mais qui n'ont pas de forte attache partisane. Donc, nous avons une réforme que l'on peut considérer comme importante ou comme limitée. Disons qu'elle peut avoir des effets importants, combinés avec la fin du cumul des mandats notamment, et la fin du cumul des mandats dans le temps, au-delà de 3 mandats. Mais, en revanche, ces réformes sont plutôt en deçà de ce qu'espérait un grand nombre d'observateurs, notamment ceux des petits partis, et en deçà de ce que beaucoup supposaient en regardant ce qui était envisagé par le candidat Macron lors de la campagne électorale, qui a tenu ses promesses, mais plutôt à chaque fois, sur ce point, en se rapprochant du minimum de ce qui était attendu par ses partenaires et de ce qui était évoqué. Ce qui est frappant aussi, c'est qu'il n'y a pas de volet sur le statut de l'élu dans ces réformes, sur le nombre de mandats, sur la fin du cumul des mandats et sur la quasi-professionnalisation des parlementaires, mais seulement sur 3 mandats maximum, qui va résulter de ces réformes avec des parlementaires peu nombreux, dont les moyens devraient par contre être renforcés, plus liés aux grands partis qu'auparavant, à la petite exception de quelques-uns élus à la proportionnelle, avec des grands territoires où le travail en circonscription aura du mal à être bien fait, sauf si on se dit que ce travail, finalement, n'aura plus à être fait comme par le passé, si les parlementaires se reconcentrent vraiment sur leur mandat purement et leur travail purement parlementaire. Donc, les conséquences de cette réforme pourraient, in fine, être plus importantes que ce que beaucoup supposent. Et il va être tout à fait passionnant d'observer l'évolution de la vie politique et notamment partisane dans les années à venir, quand cette réforme commencera de faire sentir ses effets. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous. Au revoir.